Alors aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir deux orateurs, Michael Perru et Anne-Françoise Gourgue-Laurençon. Anne-Françoise Gourgue-Laurençon est ingénieure civile des mines et professeure en sciences et génie des matériaux à Mines Paris Sciences et Lettres. Après sa thèse, qui était dédiée à la fissuration intergranulaire par corrosion sous contrainte des réacteurs nucléaires à eau sous pression, elle effectue un séjour à l'Imperial College à Londres. Ses activités de recherche au Centre des matériaux Pierre-Marie Four abordent les liens entre transformation de phase, évolution microstructurale et propriétés mécaniques, plasticité, viscoplasticité et rupture. Ses recherches concernent les métaux et alliages, et en particulier les aciers, ainsi que les alliages de titane et de zirconium. Ses travaux ont été récompensés par la médaille Bastien-Guiguet de la SF2M. Elle est par ailleurs directrice de l'école doctorale Ingénierie des systèmes, matériaux mécaniques, énergétiques. Elle nous présente aujourd'hui effet de la microstructure initiale sur le comportement en recristallisation dynamique, post-dynamique et statique d'un acier inoxydable austenitique lors d'une déformation à chaud. Voilà, c'est à toi, Anne-Françoise, Merci pour Sylvie. 25 Alors, minutes. du coup, j'attaque pour ne pas perdre de temps. Donc, cette présentation, elle est basée presque exclusivement sur deux thèses. Donc, la thèse d'Alexandre Herman, je remercie, je crois qu'il est connecté, et la thèse de Nicolas Clich, là, je n'ai pas vu s'il était connecté, qui sont deux thèses qui ont été réalisées donc, au Centre des matériaux en partenariat avec Naval Group, avec Aubert et Duval aux Ancises, avec le CEA, la DGA et pour la thèse de Nicolas surtout, avec l'École des mines de Saint-Étienne. Alors, ça avance. Voilà. Donc, le matériau, donc, déjà la problématique. Donc, vous avez ici, je ne sais pas si vous voyez le titre de ma diapo, parce que moi j'ai une grosse barre de zoom. Euh, donc, vous avez une micrographie qui vous donne un peu une idée de ce type de matériau. Alors, c'est un matériau pour grosses pièces, donc il a des gros grains, on ne peut pas faire autrement. Et donc, on cherche à maîtriser les caractéristiques de ces composants en acier inox austenitique. Donc, d'abord, des caractéristiques mécaniques, avec un état d'écrouissage résiduel qu'on cherche à maîtriser, et puis une population de seconde phase. Vous avez de la ferrite résiduelle dans ces matériaux qui se trouvent sous forme de petites saucisses là que vous voyez, et puis des précipités qui sont les petits points ici, des carbures, nitrures, carbonitrures. Certains sont assez gros pour qu'on les voit en optique, d'autres sont beaucoup trop petits. On veut aussi pouvoir passer ces pièces en contrôle non destructif, et ça suppose de maîtriser la taille des grains. Donc, on ne peut pas aller trop haut en température, les grains seraient trop gros. Enfin, tout ça passe par le contrôle de l'état de recristallisation. Et là, on va détailler les différentes étapes, à la fois pendant la déformation à chaud, c'est-à-dire la recristallisation dynamique, lors du refroidissement de ces pièces qui est forcément lent puisqu'elles sont massives, donc ça c'est la recristallisation post-dynamique, et enfin lors du dernier traitement final qui consiste à restaurer une phase ferritique à la place des phases de sigma qui sont apparues au cours des différentes étapes de mise en forme. Et donc, c'est la recristallisation statique. Alors, la composition chimique est-elle propice à cette recristallisation? Si on prend la base, on va dire, des inox, un acier 304, on a une énergie de défaut d'empilement qui est basse, un glissement planaire, une restauration lente, donc on garde de l'énergie pour faire de la recristallisation. Si on ajoute du molybdène pour arriver au 316L, on va augmenter cette énergie de défaut d'empilement, la restauration sera plus facile, donc la recristallisation un petit peu moins. Et en plus, le molybdène peut faire l'objet d'un traînage de soluté, ce qui rend des joints de grains moins mobiles, ce qui fait qu'il retarde la recristallisation, qu'elle soit dynamique ou statique. À droite, vous avez donc un graphe ici qui représente l'énergie de défaut d'empilement en fonction d'un paramètre de type chrome équivalent. Vous voyez ici le rôle notamment du molybdène, qui a un fort coefficient et qui retarde la recristallisation. Enfin, si on passe au 316Nb qui nous intéresse, donc on va ajouter à un 316L du carbone et du niobium. Et là, on aura du traînage de soluté, qui est un effet bien connu du niobium. L'énergie de défaut d'empilement, on ne la connaît pas bien. Et une précipitation de carbonitrure essentiellement de niobium, que je vais appeler MX par la suite. M, c'est 80% de niobium à peu près, et puis du chrome et du moly. Et X, c'est carbone azote. Et donc, on a deux types de précipités. Vous les voyez empilés ici sur un résidu de dissolution sélective. Vous avez des gros cailloux là qui sont donc des primaires, ils sont microniques. Et puis, vous avez toutes ces petites particules ici qui sont des précipités qu'on va appeler secondaires, qui sont
inférieurs au micromètre, on va dire. En général, même inférieurs à 100 nanomètres. Et qui peuvent être durcissants. Et donc, les questions qu'on va se poser, c'est d'une part le rôle de l'état initial sur la recristallisation, notamment via ce qu'on va faire avec le niobium. Est-ce qu'on peut travailler le niobium pour maîtriser cette recristallisation? Et enfin, le rôle du mode de sollicitation mécanique par lequel on va simuler la déformation à chaud. Alors, la démarche pour faire ça, donc on part d'une unique nuance. Vous avez ici une composition typique de cette nuance et vous avez la même microstructure hein, que tout à l'heure. J'ai écrit là un petit delta à côté d'un petit stringer de ferrite delta. Et puis les primaires, vous les voyez là, ils sont microniques, donc ils sont limite microscope optique. Et donc, on va travailler en 3 étapes. La première étape ici, qui s'appelle preconditioning, c'est la façon dont on va régler notre état initial. C'est simplement un traitement thermique avec un séjour d'1 heure. Ensuite, on va déformer à chaud, on va simuler la déformation à chaud. Et enfin, on va simuler le dernier traitement. Donc, pour faire varier la microstructure initiale et le mode de sollicitation, la première chose, c'est qu'on va remettre en solution ces MX secondaires à 2 températures différentes, ici dans ce traitement, soit 1100, soit 1200 degrés. Et puis, on va faire des petites variantes, par exemple, passer de l'une à l'autre ou raccourcir un petit peu le temps. En termes d'essais mécaniques, on a essentiellement fait de la torsion donc chez Aubéry Duval. C'est l'éprouvette que vous voyez ici sur votre droite. Et puis, vous voyez ici un pion de compression uniaxial et un pion de compression plane, 2 types d'essais qui ont été réalisés à l'école des mines de Saint-Étienne. On va étudier la recristallisation dynamique. Donc, on va déformer, si je regarde le cycle en haut ici, on déforme et on trempe à l'eau pour figer la microstructure. On va étudier 2 domaines de déformation, des déformations réalistes, on va dire, pour de la mise en forme, et puis des déformations beaucoup plus élevées pour comprendre un peu plus ce qui se passe dans le matériau. On va étudier la cristallisation post-dynamique avec un refroidissement lent ici, et puis la cristallisation statique, ce qui se passe lors de la dernière étape. Donc les 3 parties vont vraiment détailler ces 3 étapes-là. Donc je commence par la cristallisation dynamique pour des déformations, on va dire modérées. Et on a commencé par la rhéologie, donc comment se comporte le matériau en torsion. Donc là, vous avez un exemple de quelques courbes de torsion. Vous avez donc fléché la température d'essai et le type de ligne vous donne la vitesse. Donc on voit très bien la sensibilité à la température et à la vitesse, donc des effets essentiellement de viscosité. Et ici, vous voyez pour 3 états différents, là on n'avait qu'un seul état, pardon, mais ici il y a 3 états différents. Donc à chaque fois une couleur et un faisceau de courbe, une température. Et vous voyez qu'il y a très très peu d'effets de l'état initial. Donc peu d'effets d'état initial, mais de gros effets de température et de vitesse qui nous ont fait, on va dire, repérer ces essais par un paramètre classique, un Zener-Holomon ici, qui donne l'équivalence temps-température. Pour cela, la clé de ce paramètre, c'est l'énergie d'activation, ici, qui a été ajustée sur le pic de contrainte d'écoulement, ici, la contrainte maximale, par un modèle classique de la littérature que vous voyez en dessous, avec une valeur assez élevée, hein, qui est assez usuelle en 316. Jusque-là, rien de particulier. Ensuite, pour comprendre un petit peu l'écrouissage et la restauration dynamique avant le tout début de la cristallisation, déjà, on a calé un modèle rhéologique totalement phénoménologique et dont les expressions ici sont assez simplifiées puisque on l'utilise en isotherme et en isovitesse. Donc, on dérive une variable qui s'appelle la densité de dislocation ici par rapport à la déformation. Il y a un terme ici, un coefficient qui est pour le durcissement, hardening, et un terme de rappel pour la restauration, donc recovery. Et la contrainte se décrit assez bien dans la partie, on va dire, avant le maximum, hein, se décrit assez bien par une fonction exponentielle, simplement elle est sur le carré au lieu d'être sur la valeur de la contrainte. Alors, pour déterminer ces paramètres, donc ce qui nous intéresse ici, c'est H et R. Donc, on trace une première courbe ici pour déterminer cette fameuse sigma sat, qu'on ne connaît pas puisque notre matériau s'étant mis à cristalliser, l'état n'a pas été maintenu comme ça à l'infini. Donc, pour ça, on trace des courbes qui ne sont pas forcément habituelles. Donc, on trace la courbe d'écrouissage en fonction de sigma et on s'aperçoit qu'elle fait un petit escargot comme ça. Et ce qui nous intéresse ici, c'est le point d'inflexion qu'on appelle la contrainte critique. Et si on prolonge la tangente à ce point d'inflexion, on vient couper l'axe de non-écrouissage, c'est-à-dire de manière conventionnelle à cette valeur sigma sat ici. Ensuite, une fois qu'on a sigma sat, on peut aussi trouver R, puisque quand on dérive aussi ces équations, on s'aperçoit ici que quand on multiplie sigma par des sigma sur des epsilon, on parle tout d'écrouissage et qu'on trace en fonction de sigma carré,
on a quelque chose de linéaire avec une pente qui, ici, pardon, ici, moins R sur 2. Donc, on se place encore au niveau de la fin, là, de la contrainte critique dans ce point-là, et on a directement une estimation de R en prenant la pente de la courbe. On peut comparer ces valeurs de R à ce qui se passe dans la littérature. Donc, vous avez ici donc, la valeur de R en fonction du paramètre de Zener par lequel on repère le côté haute température, basse vitesse de nos essais. Donc les points rouges, ce sont nos points. Et vous voyez qu'ils s'alignent assez bien avec les points de la thèse de Gavard sur un alliage de haute pureté fer-chrome-nickel. Avec pourtant une taille de grain initiale complètement différente. Nous, on part au-delà de 100 microns. Eux, ils sont partis de 10 ou de 24 microns. Enfin, une fois qu'on a R et sigma sat, on est intéressé par la valeur de H. Le H, on l'a directement. On a de la chance, on a une équation qui nous donne directement. Il n'est pas indépendant de R et de sigma sat. Et là aussi, on peut se reporter dans les diagrammes de la littérature. Ici, vous avez, je ne vous l'ai pas dit là, mais ce sont les aciers microalliés au niobium, pour lesquels on connaît le rôle du niobium mais en phase ferritique ou dans une austénite beaucoup moins chargée. Et ici, eh bien, vous avez les points à nouveau d'un fer-chrome-nickel ultra pur. Vous voyez que ça s'aligne plutôt bien. Donc, ce qu'on voit, c'est que malgré notre taille de grain qui est très élevée, entre 130 et 280 microns pour ce qui a été testé, eh bien, les valeurs, tant qu'on n'a pas commencé à cristalliser, le comportement mécanique, donc écrouissage et restauration dynamique, ressemblent beaucoup, beaucoup à un simple ternaire modèle. Donc, c'est pas là que se niche le rôle du niobium. Alors, si on regarde maintenant les microstructures, je pars de l'état ici T1, donc, qui a été remis en solution à 1100 degrés, qui est notre état de référence. Donc, ici, vous avez une cartographie EBSD qui vous montre ce qui peut se passer comme prémisse de la cristallisation dans ce type de matériau. Vous voyez un certain nombre de grains ici, quelques carbonitures primaires, du glissement planaire et surtout des joints de grains qui commencent à s'onduler ici. Donc ça, c'est la première façon, en tout cas le matériau, de commencer à évoluer en termes de microstructure. La deuxième façon, ça se passe vis-à-vis des macles de recuit. La plupart des grains qui refusent de cristalliser sont exemples de macles, en fait, alors qu'ils sont tous pleins de macles quand on commence les manutes. On s'est demandé comment les macles avaient disparu. Alors, certaines ne disparaissent pas. Vous voyez celle-ci, là, on a déformé jusqu'à 0,8, à 1050 degrés. Celle-ci est intacte. Pourquoi? Sans doute que le système de glissement activé était le même dans la matrice et dans la macle, donc elle est transparente. En revanche, vous voyez qu'ici, en haut à droite, là, il y a du grabuge. Ici, il y a une macle qui est en train de disparaître, de se faire manger. On zoome un petit peu là-dessus. Le grain parent, donc il est en haut et en bas ici, et vous voyez qu'il y a certains joints de macle certains subsistent et d'autres sont déjà en train de se désagréger, ce qui fait que le grain parent est en train de manger en fait quelque part la macle. Et au bout, quelque part ici, peuvent exister des grains qui sont tellement désorientés qu'on a déjà des nouveaux grains. Et puis on a également de la germination, de la cristallisation sur les joints qui sont ondulés, comme vous voyez les petits grains. Là, ça, c'est pas des carbonitrures, hein, c'est vraiment de stélo. Donc on a deux façons de commencer à la cristalliser ici. Et puis, bah, quand le matériau se déforme, il stocke quand même de l'énergie, mais essentiellement sous forme de cellules de restauration. Donc, vous voyez tous les petits joints gris là, qu'il y a un peu partout. Tout ça, c'est des sous-joints. C'est de la restauration dynamique. Donc, on a un matériau qui fait très peu de cristallisation dynamique. Donc, il est très différent du 304, voire même du 316 là-dessus. Donc, au bout d'epsilon 0,8, là, on a fait au maximum 15%. Donc, très, très peu. Et T2 en fait quasiment pas. Vous remettez en solution à 1200 degrés, il y a très, très peu de cristallisation dynamique. En revanche, énormément de restauration dynamique. Plus on teste à chaud et plus on teste lentement, bien sûr, et plus il y en a. Enfin, les premiers stades de cristallisation, on a l'ondulation de joint et puis la destruction, quelque part, des macles de recul. Si on regarde l'effet du mode de sollicitation maintenant, donc on a comment les mettre tous sur la même courbe? Ça, c'est la première question qu'on s'est posée. Donc, il y a des critères d'écoulement. Le matériau n'étant pas texturé, lorsqu'on commence à peine à le déformer, il reste isotrope. Donc, on a choisi trois types de critères. Le classique, c'est le critère de von Mises. Le critère de Hosford, c'est presque la même chose, mais au lieu de prendre une moyenne, un moment quadratique, on prend un moment d'ordre n, n qu'on peut caler, et puis on a pris le critère de Tresca. Et le modèle de Hosford, donc la valeur de n ici, a été calée sur des calculs polycristallins, H en moyen, on va dire assez classique. Moyennant quoi, bah, vous avez une courbe non plus contrainte déformation, mais contrainte équivalente déformation équivalente. Vous voyez ici en bleu les torsions dépouillées avec la méthode usuelle de Fields et Backofen, donc von Mises. Et puis vous avez ici la torsion dépouillée avec de deux autres critères.
Comme par hasard, c'est beaucoup plus haut. Et la compression uniaxiale qui est ici en pointillé. Et vous voyez que le critère de Osford permet de remettre l'une sur l'autre, quelque part, les courbes de torsion et de compression, ce qui paraît pas idiot pour un matériau initialement isotrope, au moins au début. On retrouve la même chose pour une autre condition. Ici, on a prédéformé à la même température, mais avec l'autre remise en solution, on trouve la même chose. Donc, ces deux essais sont très bien représentés par la même paramétrie, en fait. Ce qui n'était pas classique dans la littérature. Les gens parlaient tout de suite de grains qui tournaient, de textures, ce qui, pour des déformations de 5%, me choquait un petit peu. Enfin, l'essai de compression plane, lui, est plus compliqué à dépouiller. Pourquoi? Parce que la compression des planes, qu'une fois que l'éprouvette, entre guillemets, a touché les deux parois qui vont l'empêcher finalement de s'élargir dans une direction, et donc on a un frottement qui s'établit petit à petit et dont les conditions changent au cours de l'essai. Donc vous voyez que là, le modèle n'est pas capable de prédire parce qu'on n'a pris qu'un seul coefficient de frottement et que il marche bien pour la déformer, mais il ne marche pas pour les contraintes. En revanche, voilà, la grosse conclusion, c'est qu'un seul modèle nous suffit pour représenter nos données. Alors, pour les essais de compression, on a choisi du coup, puisqu'on ne pouvait pas être précis sur les contraintes, d'être précis sur la déformée. On a calé les coefficients de frottement sur les déformés après essai. Donc, vous avez l'exemple ici d'un pion de compression uniaxiale et ici un demi-pion. Ce que vous voyez devant, c'est la mi-épaisseur de compression plane. Donc, on a calé ces coefficients pour avoir les champs de déformation et pour regarder les microstructures en connaissant les déformations locales qu'elles avaient subies. Cette déformation étant, comme vous le voyez, très hétérogène. On a ce qu'on appelle la croix du forgeron, comme ça, qui fait qu'on a, en revanche, pour une éprouvette, vous avez plusieurs essais, finalement, puisqu'il y a plusieurs niveaux de déformation. Alors, si on passe maintenant aux grandes déformations, qu'on a fait exclusivement en torsion, jusqu'à epsilon égale 8, l'idée était de se demander si la cristallisation était continue ou discontinue. Donc, je vous montre quelques exemples de courbes de torsion. Donc là, vous avez une courbe qui passe par un maximum et puis qui redescend gentiment. Alors là, celle-ci, elle a donné lieu à rupture à 950 degrés. Lorsque on fait varier la vitesse, on fait varier l'état initial, on obtient aussi un faisceau de courbe à 1050 degrés. Et puis, vous avez un troisième faisceau de courbe à 1150 degrés. Alors, les oscillations que vous voyez là, il ne faut pas les reprendre pour la cristallisation dynamique. On s'est aperçu que la machine avait un petit balourd, un léger désalignement. Donc, à chaque tour, ça refait ça fait une petite ondulation. Il ne faut pas la prendre en compte. Qu'est-ce qu'on voit? On voit une fois de plus que l'état initial n'influence pas la rhéologie. T2, donc 1200 degrés, un tout petit peu plus résistant que 1100 degrés, mais l'allure des courbes est franchement la même. On a un pic très large, surtout quand la valeur de Z est élevée, donc le ZR est élevé ici ou là. Et on a un pic unique de contrainte d'écoulement. On n'a pas ces pics successifs liés à la cristallisation dynamique discontinue. Et puis, on n'atteint pas l'asymptote, dans la plupart des cas, même pour epsilon égale 8. Il n'y a vraiment qu'à haute température qu'on arrive à l'atteindre. Enfin, la ductilité, on a quelques casses, hein, essentiellement pour les basénaires, donc quand on déforme de manière plus rapide ou plus froid, et plutôt pour T2, ce qui fait qu'il n'y a même pas d'essai ici à T2, on n'a pas consommé une éprouvette. En termes de microstructure maintenant, alors on va voir des caractères en fait des deux types de cristallisation dynamique. Donc, pour toutes les cartographies que BSD que je vais vous présenter, plus c'est blanc, plus la qualité de cliché est bonne. Ici, vous avez la désorientation interne au grain, et puis ici, vous avez le codage des types de joints de grain. Donc, si on se met à ZR élevé, donc 950 degrés, vitesse intermédiaire, on a plein de petits grains ici, des tout bleus, donc tout neufs, on va dire, et puis des, entre guillemets, vieux grains déformés, vont être plutôt ici nos grains orange. En termes de texture, si on regarde les figures de pôle auxquelles on a affaire, on s'aperçoit qu'on a une certaine texture. Le maximum, c'est 11, ça ne va pas non plus très haut. Mais on a deux composantes de texture ici qui s'appellent A et A bar, qui sont assez marquées. Si on monte un petit peu en température, on a beaucoup moins de grains cristallisés. On a des grains qui sont un petit peu plus gros, déformés, ici. Et puis, on a des signes d'évolution. On a quelque part le film, ce qui se passe. Ici, vous avez le détail D qui était au centre de cette cartographie, qui vous montre des petits grains maclés. Donc ça ressemble à de la cristallisation discontinue. Et puis, si vous regardez une autre région, par exemple ici, le détail E, vous voyez des zones qui sont partiellement délimitées par des sous-joints et partiellement par des vrais joints de grains, ce qu'on appelle des cristallites. Là, c'est plutôt un signe de cristallisation continue. Donc, on a vraiment les deux caractères. En termes de texture,
les grains faiblement déformés qui sont avec les gosses inférieurs à 1 degré, par exemple, ici, tout neuf, vous voyez que la texture, un tout petit peu tournée, ressemble quand même beaucoup à ce qu'il y avait sur le précédent. En revanche, quand le gosse augmente, c'est-à-dire que le grain est de plus en plus déformé, il est plus ancien dans le processus de déformation, eh bien, vous voyez que la texture arrive sur une texture cube tournée ici, qui elle-même en plus est un petit peu tournée, qui est une autre texture de déformation. Enfin, quand on monte encore en température, ici, vous voyez des gros grains encore très écroulis et une texture qui est quasiment absente sur les grains, nouveaux grains qui ont germé, et puis qui est très très vite vers le cube tourné. Donc, qu'est-ce qu'on peut retenir? C'est que quand on a un haut coefficient de Zener, donc on est plutôt froid rapide, on a beaucoup de nouveaux grains qui sont tout de suite texturés. On a des cristallites quand même, hein, mais on a une mémoire de la texture tout au long de la déformation. Tandis que quand on va vers les hautes températures ou les basses vitesses, la cristallisation est de plus en plus incomplète. Les nouveaux grains sont de moins en moins texturés et la texture finale s'oriente vers un cube tourné qui est une texture non pas immobile, mais qui est stationnaire. Les grains apparaissent dans cette texture et disparaissent. Alors, si on regarde la statistique, un petit peu de tout cela, donc là, vous avez par exemple la taille de grain en fonction du paramètre de Zener. On peut tirer une pente ici. Et cette pente elle-même, dans la littérature sur les austénitiques, on va dire jusqu'à 0,4, elle est plutôt, on a plutôt de la cristallisation discontinue, mais quand elle est de 0,1, elle est continue. Vous voyez qu'ici, on est juste en plein milieu. De même, lorsqu'on regarde la contrainte finale qu'on obtient, même si ce n'est pas une asymptote, en fonction de la taille de grain, on a également quelque chose qui est à peu près approchable par une droite avec une pente raisonnable, hein, avec évidemment pas mal d'incertitudes sur la pente. Mais vous voyez que là encore, on a une valeur intermédiaire entre ce qu'on trouve classiquement en continu et en discontinu. Et enfin, donc on a fait une cartographie en fait, du type de texture auquel on aboutit pour les nouveaux grains et pour les grains déjà très déformés, ici, en fonction de la vitesse et de la température. Donc, plus on va du haut à gauche vers le bas à droite, plus on a de nouveaux grains qui sont sans texture et, euh, et une texture finale qui est cube tourné. Donc, il y a pas mal oublié la texture de déformation initiale. Donc, si on fait un petit bilan, on a un comportement viscoplastique qui est à peu près indépendant de l'état initial, juste le tout début qui dépend un petit peu. Une cristallisation qui est très très lente. Une recristallisation dynamique par ondulation des joints et par germination lors de destruction de la queue de recuit. Et puis une grosse restauration dynamique, surtout à haute température. Enfin, ce qu'on voit en revanche, c'est un gros effet d'état initial sur la cristallisation discontinue qui est encore plus poussive lorsqu'on a été à 1200 degrés. Donc, on se pose la question du rôle du niobium. Avant d'aller vraiment en détail dans le rôle du niobium, on va continuer à suivre la mise en œuvre. Après des déformations, on va rester cette fois-ci sur les déformations typiques, hein, donc inférieures à 0,8. Et donc, on va refroidir lentement pour étudier la cristallisation post-dynamique, qui est bien sûr uniquement sur les microstructures. Là, il n'y a pas de comportement mécanique. Là, vous avez un exemple, on part de 1100 degrés, on déforme à 1050 degrés 20%, et on refroidit lentement. Je vous avais dit qu'il y avait zéro cristallisation dynamique, et vous voyez qu'en post-dynamique, on a beaucoup de grains bleus et verts ici qui sont apparus. Si on pousse un peu la déformation avant de refroidir, on a encore plus de recristallisation post-dynamique ici. Si on monte un peu la température de déformation, là, c'est fini, il n'y a plus un grain écroulé dans le matériau. Ça, c'est pour l'état T1. Maintenant, vous faites la même manip que celle en haut à droite pour l'état T2, et là, vous voyez quelque chose de complètement différent. On n'a presque aucune recristallisation post-dynamique. Donc, tout ça, Alexandre l'a cartographié. Donc, on a la fraction cristallisée ici en fonction de la température à laquelle on a déformé, avec des symboles vides quand on déforme de 20% et des symboles pleins de 40. Ce que vous pouvez voir, c'est qu'il y a des points rouges qui restent quand même obstinément en bas, ici, et des points bleus et noirs qui montent gentiment. Donc, les points rouges, c'est la mise en solution à 1200 degrés. Les points noirs, 1100, et les points bleus, 1100, et les points noirs, de 1200 vers 1100 degrés. Donc, qu'est-ce qu'on peut en dire? Il y a de la cristallisation post-dynamique, en particulier quand on a déformé à température élevée, et puis que cet état T2 recristallise beaucoup moins que les deux autres. En termes de précipité maintenant, le niobium, pendant ce temps-là, lui, il ne va pas rester en solution, il va précipiter. Alors, est-ce qu'il a déjà précipité en dynamique? La réponse est oui, dans certains cas, notamment à 1050 degrés, où il peut précipiter vite, mais où il n'est pas, enfin, il y a de la réserve de précipitation, il n'est pas très soluble.
Vous voyez ici un exemple, vous voyez les petits précipités apparus un peu partout sur les dislocations. Ces précipités, il y a deux populations. Là, vous en voyez surtout une, des 40 nanomètres et des 200 nanomètres. Lorsqu'on va refroidir, donc le même, mais refroidissement lent, vous voyez qu'on a encore beaucoup de précipités qui sont un petit peu plus gros. En fait, on n'a plus que la population des 200 nanomètres ici. Ils ont tous grossi jusqu'à 200 nanomètres. Enfin, cette précipitation, bah, elle est beaucoup trop grossière pour épingler nos joints de grains lors de la cristallisation. C'est pas ce fait-là, on va dire que le matériau va plus ou moins cristalliser. Alors, en termes de mode de déformation, donc vous avez ici un exemple en compression uniaxiale. Vous voyez qu'on tire parti de l'hétérogénéité des champs de déformation dans l'éprouvette pour tirer des cartographies EBSD à différents endroits. Le centre très déformé a bien cristallisé en pose dynamique, alors que la partie moins déformée ici est essentiellement écroulée après le refroidissement. Donc on en tire là aussi des cartographies de la fraction cristallisée, cette fois-ci en fonction, pour une condition de une température et une vitesse de déformation, en fonction de la déformation locale. Vous voyez ici, UC c'est la compression, T c'est la torsion. Donc c'est assez raccord. À 950 degrés, il n'y a pas de cristallisation post-dynamique. Lorsqu'on monte un petit peu en température, les points s'alignent bien gentiment. Et lorsqu'on monte encore un peu oui, et qu'on change d'état, là, vous avez encore un autre exemple ici. Bon, il y a quelques points qui sont un peu bas, mais le reste est assez cohérent. Donc, ce qu'on peut dire là aussi, c'est que le mode de sollicitation n'est pas la variable du premier ordre sur l'état de recristallisation post-dynamique, c'est toujours le fait que l'état T2 recristallise pas vite. Donc, un petit bilan, une précipitation secondaire lors du refroidissement, mais qui n'est pas déterminante, une recristallisation post-dynamique qui est assez rapide, pour le coup, et puis sans effet fort du mode de sollicitation si on considère bien les déformations à l'endroit où on prend sa carte. Maintenant, il me reste l'hypertrempe. J'essaie d'accélérer un petit peu. La cristallisation statique. Donc, cette recristallisation statique, on va la regarder déjà, par exemple, pour un cas particulier, donc 20%, 1050 degrés, un refroidissement lent qui est classique pour les pièces massives, et cette fameuse hypertrempe. Si je prends l'état T1, vous voyez et là c'est le cas où il a pratiquement le moins cristallisé, vous voyez 70-75% de cristallisation en fin d'hypertemps. Si on prend l'état T2.1, c'est pareil. 1200 puis 1100 degrés, on obtient à peu près le même comportement. Si on prend l'état T2, vous voyez qu'il n'a toujours pas voulu recristalliser. Et si on regarde à l'intérieur de ces grains, on s'aperçoit effectivement, pardon, je vais passer ça, on s'aperçoit effectivement qu'il y a beaucoup de cellules. Donc, il s'est suffisamment stabilisé. Il reste en état resto. Alors que les deux autres, à 950 degrés, on n'a pas fait de recristallisation post-dynamique, mais on a stocké beaucoup d'énergie. En statique, tout se relâche en cristallisant. Et en 150 degrés, on se contente de terminer une recristallisation post-dynamique déjà bien avancée. Pareil, cartographie. Donc, la fraction cristallisée en ordonnée en fonction de la température à laquelle on a déformé en abscisse. Et vous voyez les points rouges, donc les 1200 degrés, obstinément plus bas que les points bleus et que les points noirs, qui, eux, ont le même comportement. Alors, en termes de mode de sollicitation, donc là, vous avez un exemple de cartographie qui a été pris sur une épreuve de compression plane. Donc, on est à mi-épaisseur de l'éprouvette pour éviter tout ce qui est effet d'environnement. Et vous voyez ici un état de cristallisation qui varie, hein. Alors là, c'est jaune en bas. Le cliché était moins beau, mais c'est jaune en bas, jaune en haut, donc très écrouillé. Et au milieu, c'est cristallisé. Donc, on peut là aussi cartographier en se mettant à différents endroits de notre éprouvette. Donc là, vous avez la fraction cristallisée en fonction de la déformation, toujours à 1050 degrés, l'état T1, et vous voyez que les points sont là encore relativement cohérents. À partir d'une certaine déformation, on cristallise quasiment tout. Et puis c'est pareil pour l'état T2. Alors il est beaucoup plus poussif, hein, vous voyez, on déforme à plus basse température, mais il met du temps à cristalliser. Il faut beaucoup déformer, beaucoup stocker l'énergie. Et puis les points sont là aussi très cohérents. Et puis pour l'état T2, mais déformé plus haute température, là on n'avait pas de pion de compression plane, mais vous voyez que les points compression uniaxiale torsion s'alignent là aussi très bien. Donc toujours pas d'effet du mode de chargement si on considère la déformation locale. Donc au passage, il suffit de faire un essai de compression ou un essai de torsion, de regarder un peu partout pour pouvoir faire de la belle cartographie. Et puis toujours le fait que cet état T2 reste obstinément restauré. Donc un petit bilan. Une recristallisation qui est quasiment systématique lors de l'hypertrempe,
même lorsqu'il y avait eu que de la restauration dynamique lors de la partie déformation. Ça veut dire qu'il reste de l'énergie stockée, même quand on fait de la restauration dynamique. Un effet du mode de chargement qui est pratiquement absent. Et puis, l'effet majeur, toujours lui, c'est l'état initial de mise en solution. Donc maintenant, on va s'intéresser à cet état initial. Donc l'état initial a modifié deux choses. La première, c'est la taille de grain. La cristallisation, ici vous avez T1 qui a une taille de 130 micromètres. Lorsqu'on va à 1 heure à 1200 degrés, on a une taille de grain moyenne de 250 micromètres. Et quand on fait l'un puis l'autre, on a des grains encore plus gros. Or, les deux remises en solution qui ont été finies à 1100 degrés présentent le même comportement, ce sont des points bleus et noirs à droite en recristallisation. Donc, c'est a priori pas la taille de grain qui, pour ces matériaux-là, a joué le rôle. Ce qui joue le rôle ici de conditionner le matériau, c'est vraiment la dernière température où on a fait la remise en solution, c'est-à-dire la solubilité du niobium qu'on va regarder maintenant. Voilà, donc on va s'occuper du niobium, enfin, et donc on va finalement s'occuper du début ici, de ce qui s'est passé pendant ce traitement. Donc, qu'est-ce qui va se passer? On va d'abord regarder l'équilibre. Que nous dit l'équilibre thermodynamique? Alors, la réponse, c'est ça dépend. Ça dépend de quoi? Ça dépend des conditions de calcul. On a travaillé avec Thermocalc, avec deux bases de données. C'est Nicolas qui a fait passer les calculs, avec la TCFE9, la TCFE7, et puis avec un nombre d'éléments, puisque derrière, on voulait faire la simulation d'ICTRA qui ne fonctionne pas toujours très bien quand il y a beaucoup d'éléments, ben, soit 4, soit 7, soit 9. Et ce que vous pouvez voir sans détailler tout le tableau, c'est que la fraction volumique de précipité varie significativement lorsqu'on change les conditions de calcul, qu'on change la base, qu'on change le nombre d'éléments qu'on prend. La composition bouge aussi un petit peu. Donc la base n'est pas très fiable, malheureusement, pour ces carbonitrures, pour ces matériaux-là, puisque à chaque évolution de la base, ou à chaque nombre d'éléments qu'on prend, ou même aux évolutions de la base, on voit des différences. On est un petit peu gêné là-dessus, on ne va pas faire du quantitatif, mais on va regarder les évolutions et les tendances. Enfin, ce que vous pouvez voir quand même, quelle que soit la base, c'est qu'entre et les conditions de calcul, entre 1100 degrés, donc ligne du haut, et 1200 degrés, et ligne du bas, on fait un moins 20% sur la fraction volumique des carbonitrures de niobium. Donc on a un vrai potentiel de dissolution lorsqu'on va à 1200 par rapport à 1100. Donc regardons cette dissolution. Qu'est-ce qu'on va faire pour ça? On va faire des calculs isothermes. Et on va suivre ce qui se passe pour le niobium, sachant que le carbone et l'azote vont beaucoup plus vite. On va prendre, vous avez un petit schéma en haut à droite, hein, c'est un calcul avec une géométrie sphérique, donc un précipité qui fait 1 micron de rayon, donc un classique pour un carbonitrure primaire, et le rayon de la matrice qui respecte tout simplement la fraction volumique à l'équilibre au début du calcul. Voilà. Ensuite, on va faire un créneau. On va mettre cette condition en 100 degrés, mais demander à faire le calcul en disant, maintenant il fait 1200 degrés, et tu vas diffuser pour équilibrer. Et puis, on fait la même chose, on met à l'équilibre à 1200 et on fait un calcul à 1100 degrés. Et là, cette fois-ci, normalement, on pense que la fraction du précipité devrait grossir. Qu'est-ce qu'on obtient? Ici, vous avez un profil de niobium. À gauche, vous voyez bien que c'est le précipité, parce qu'il y en a beaucoup plus que les 0,3%. Ici, vous voyez la frontière, d'ailleurs, qui bouge un petit peu. Et puis, à droite, vous avez l'austénite. Donc, la condition initiale, la courbe bleue ici, vous avez très peu de niobium dans l'austénite. Et petit à petit, un profil de diffusion qui s'installe. Et en 2 heures, on a complètement équilibré. Mais en 1 heure, on avait déjà quasiment équilibré. 1 heure, c'est notre durée de traitement. Vous voyez que ça va finalement assez vite. Si on regarde maintenant le niobium moyen dans l'austénite, donc on fait une moyenne sur toute l'austénite. Alors, sachant que c'est une géométrie sphérique, ce qui pèse très lourd, bien sûr, c'est ce qui est ici, dans la moyenne. Et on la trace en fonction du temps. Donc, vous voyez qu'on a une convergence très gentille vers l'équilibre. Alors, l'équilibre dépend de la base, de tout ce que je vous ai dit, mais la façon de converger est toujours la même. Donc ça, on peut caler un modèle réduit, hein. Michael a parlé de réduction de modèle, ben, nous aussi. Nicolas fait de la réduction de modèle, tout simplement en calant une loi avec une convergence exponentielle ici, avec une constante de temps et puis une valeur à l'équilibre, ici qui sont deux paramètres de la loi. Donc 1 moins exponentielle, etc. Donc pour trouver la valeur à l'équilibre, interpolation entre toutes les valeurs données pour différentes compositions par thermocalque, et pour différentes températures aussi. Et puis la constante de temps, elle a été calée sur les calculs, sachant que finalement, ce qui marche bien, c'est de la rendre proportionnelle à l'aire du précipité, qui est l'aire d'échange finalement entre précipité et matrice, et puis le coefficient de diffusion du niobium dans l'ostéine, avec un petit coef lambda ici à caler.
Ensuite, quand on se met à faire un calcul de transitoire, cette fois-ci, donc on prend 1200 puis 1100 degrés, une heure, eh bien, ici à 1200 degrés, petit à petit, le niobium va se dissoudre dans la matrice. Et puis, quand on va redescendre lentement, on redescend à 20 degrés par heure à 1100 degrés, on redescend très lentement. Et on voit petit à petit le niobium qui reprécipite puisqu'il n'est plus dans la matrice. Donc là, vous avez, on va dire, le cas idéal à 7 éléments. Nicolas a réussi à faire passer un calcul d'ICTRA à 7 éléments, ce qui est déjà un sport pas facile. Et le modèle réduit passe parfaitement dessus. Et puis ici, vous avez le calcul à 9 éléments. Donc, DITRA s'est arrêté ici, ce qui est déjà un exploit. Et puis, vous avez ici une bonne adéquation avec le modèle réduit. Donc, on peut utiliser le modèle réduit pour jouer avec, pour estimer notre niobium dans la matrice. Donc, en torsion, on compare maintenant à la manip. On va mesurer sur une épreuve de torsion par microsonde de Castin la quantité de niobium qu'on a dans la matrice. Et on va comparer ça avec ce que les prédictions du modèle. Donc, première chose, là, on se balade sur 100 microns, tous les microns. Alors, on enlève les points sur lesquels on est tombé sur un carbonitrure, hein, puis même ceux-là, on a dû avoir un bout de carbonitrure. Et vous voyez que c'est assez uniforme, ici, et que ça dépend effectivement de la remise en solution. Là, vous avez 1 heure à 1100 degrés, là, vous avez 1 heure à 1200 degrés, et puis là, vous avez 3 heures à 1150 degrés. Donc, ça se corrèle bien, finalement, avec les mesures ici, avec le calcul, hein. Vous voyez qu'on a une relation qui peut être grosso modo linéaire, hein. Je vous rappelle que les bases de données sont à moitié fiables, hein, dans ce domaine-là, donc on n'a pas une relation, c'est pas une bisectrice, mais en tout cas, les évolutions sont vraiment très claires. Ce qui fait que ça nous permet de corréler directement la fraction cristallisée avec cette teneur en niobium calculée à l'aide du modèle réduit dans la matrice. Et c'est là que vous voyez que finalement, on arrive à avoir quasiment des courbes maîtresses pour les deux niveaux de déformation. Voilà, donc j'ai presque fini. Donc la grosse conclusion, c'est qu'on peut rationaliser en fait cet effet de mise en solution initiale par le devenir du niobium issu des précipités primaires qui servent de réservoir. Donc en conclusion, première chose, en cristallisation dynamique, on a une rhéologie qui dépend très peu de l'état initial, donc du niobium en solution. Une recristallisation discontinue qui existe, mais qui est très poussive, surtout quand il y a beaucoup de niobium. Et la cristallisation continue est très clairement dominante dans ce matériau-là, ce qui n'est pas forcément classique pour ce type de matériau. On a très peu d'effets du mode de chargement à partir du moment où on prend la bonne loi de comportement et où on prend bien les déformations locales. On a en revanche un très gros effet de traitement initial, donc pas par la taille de grain, là ils sont gros dans tous les cas, mais par la quantité d'atomes niobium en solution qui vont gêner ce mécanisme de recristallisation. Donc l'effet principal, c'est bien la dissolution partielle des MX primaires auxquels on ne croyait pas du tout au début, qui sont des réservoirs niobium. Et donc, pour avoir une fenêtre de conditions anti-cristallisation, il faut en dissoudre davantage. Et inversement, si on veut beaucoup cristalliser, eh ben, il faut éviter de redissoudre trop de niobium. Merci Anne-Françoise pour cette interprétation très poussée donc des paramètres qui influencent la cristallisation dans le 316. Alors moi j'aurais peut-être une petite question. Donc tu dis bon sur les joints de grains, hein, tu parles de joints de grains ondulés. Oui, Est-ce qu'il y a des précipités sur ces joints de grains déjà de NP? pas nécessairement. C'est-à-dire que quand on... Ondulés En sans... fait, ils ondulent d'autant plus facilement que la température est élevée. Et Ouais, en 150 degrés, un remis en solution en 100 degrés, ça ne va pas précipiter, ça va au contraire se ouais. dissoudre. Mais ondulés, c'est-à-dire qu'ils doivent être plein de marches et de dislocations. Alors, nous, on le regarde à l'échelle de l'EBSD. C'est vrai qu'on n'a pas regardé du tout ce que Oui, devenait la structure de joint. C'est ce qu'ils appellent le bulging, en fait. On le trouve dans plein de matériaux. ouais, Nous, on a vu quelques fois, ça se voit un peu sur une des diapos, à l'aboutissement des lignes de glissement. Ça commençait à ouais, faire du grabuge, mais on le voit sur du cuivre pur. On le voit sur des laitons avec des énergies d'effet d'empilement très, très différentes. Donc, c'est ouais, pas trop là qu'il faut aller chercher non plus. ouais, Donc, d'accord. cette ondulation, cette instabilité, finalement, des joints de grains, est-ce que c'est parce qu'il y a plein de cellules de restauration partout, puis que ça finit par faire des espèces de points triples avec les joints de cellules? C'est un Ouais. petit peu ça qu'on s'est dit quand on a vu la même chose dans la fabrication additive. On a conclu là-dessus. Là. Là, on les voit moins bien, on ne l'a pas étudié en détail. Enfin, Alexandre, s'il est connecté, il peut répondre un peu en même temps que moi, mais je ne crois pas qu'on ait vu beaucoup de choses. Entendu. Bon, bah, merci. Écoute, moi, je ne vois pas d'autres questions là. Tout le monde Moi a non trouvé plus. ça très clair, j'imagine. Donc, il me reste à vous remercier tous les deux, encore une fois, Michael et Anne-Françoise. Et puis, Plaisir. que
Le prochain webinaire, il portera sur surface, corrosion, durabilité. Il aura lieu le 26 mars prochain. Voilà. Ben, merci en tout cas d'être venus tous les deux, d'avoir participé Merci aux à Merci organisateurs. beaucoup. ce webinaire. Merci à toi, Sylvie. À très bientôt. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.